C'est l'une des plus grandes épopées de tous les temps. La guerre de Troie. Un récit vieux de 3000 ans. On a envie de croire que la guerre de Troie a bien eu lieu, et ce pour l'amour d'une femme. En tout cas, il y a lieu de se demander s'il s'agit d'autre chose que d'un mythe. D'un côté, il y a la science, de l'autre, une imagination débridée. La science, justement, a des révélations à nous faire sur la véritable histoire de la guerre de Troie. Il y a des squelettes. Par exemple, nous avons trouvé celui d'une jeune fille de 16 ou 17 ans. La ville a été assiégée et elle a capitulé. Il y a aussi d'autres preuves tangibles. Des tablettes, vestiges d'une civilisation disparue. Une extraordinaire épave et des trésors exhumés sur le site même de Troie. Et c'est là que la science entre en conflit avec le romantisme. Nous allons voir comment la science nous amène plus près que jamais de la vérité concernant l'une de nos histoires les plus classiques. Ces galeries creusées sous une cité antique du nord-ouest de la Turquie ont caché pendant des milliers d'années un secret. Un secret qui vient d'être découvert. On voit encore nettement les marques laissées par ceux qui ont creusé ces tunnels. Vous voyez ici les traces de suie des lampes à huile et les marques des burins avec lesquels cette cavité a été creusée. L'archéologue Manfred Korfmann est venu armé d'une nouvelle technique scientifique avec laquelle il espère faire toute la lumière sur ces galeries et révéler une chose que beaucoup ont soupçonnée sans jamais pouvoir en établir la preuve. Sa technique pourrait nous apprendre la vérité cachée derrière un très vieux mythe, l'histoire de la guerre de Troie. C'est une des plus grandes histoires d'amour de tous les temps. Hélène, la plus belle femme du monde, est l'épouse du roi de Sparte, Ménélas. Un jour, Paris, le prince qui règne sur la magnifique cité de Troie, séduit la belle Hélène et la fait enlever. Pour venger l'honneur de Ménélas, les chefs grecs, sous la conduite d'Agamemnon, roi de Mycène, entreprennent une expédition contre Troie. Une flotte d'1 millier de navires venus des 4 coins de la Grèce prend la mer pour aller assiéger Troie et ramener Hélène. Le siège dure 10 ans. Comme ils ne parviennent pas à se rendre maîtres des hauts murs de la cité troyenne, les Grecs imaginent une ruse. Ils font construire un énorme cheval de bois qu'ils laissent aux portes de Troie. Puis ils feignent de partir. Croyant qu'il s'agit d'une offrande à la déesse Pallas Athéna, les Troyens font entrer ce cheval. Alors, les chefs grecs dissimulés à l'intérieur en sortent et ouvrent les portes de la cité à leurs compatriotes. Troie est alors réduite à néant. Cette histoire a été imaginée par le poète grec Homère il y a près de 3000 ans. Elle est tellement fascinante que pendant plusieurs siècles, on s'est demandé si elle contenait ou non une part de vérité. Un roi avait-il vraiment fait la guerre pour l'amour d'une femme ? Des rois grecs s'étaient vraiment ligués pour mener cette expédition maritime ? Troie avait-elle seulement existé ? Éric Klein, archéologue, a tenté de répondre à ces questions. Y a-t-il une once de vérité dans cette histoire ? Y a-t-il beaucoup plus qu'une simple bataille, un banal conflit qui est devenu une épopée, une légende, une saga ?
Nous devons essayer d'ôter une à une les strates qui recouvrent la vérité, si tant est qu'il y en ait une à découvrir. Les spécialistes s'accordent à dire qu'Homère a écrit son histoire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais on pense qu'il la situait à une période bien antérieure, à l'âge de bronze. À cette époque, les Égyptiens édifiaient leurs pyramides. Et l'invention des armes en bronze révolutionnait l'art de la guerre. L'histoire de Troie se situerait à la fin de l'âge de bronze, vers 1200 ans avant Jésus-Christ. Une fois l'histoire située dans le temps, il restait aux archéologues à savoir si Troie avait bien existé. La première découverte capitale fut faite par Heinrich Schliemann en 1870. Ce n'était qu'un amateur, mais il avait d'autres qualités. Pour être archéologue, il faut être à la fois compétent et chanceux. Schliemann n'était pas particulièrement talentueux, mais c'est l'archéologue le plus chanceux dont la Terre ait jamais subi les coups de pioche. Schliemann releva dans le livre d'Homère tous les indices géographiques possibles. Il situait la ville de Troie dans le nord-ouest de l'actuelle Turquie et désignait, d'après Schliemann, une colline proche de la côte. Il n'eut pas l'ombre d'une hésitation. Schliemann se rend sur place, loue les services d'une centaine d'ouvriers et fait creuser une énorme tranchée au milieu du site. Et il appelait cela de l'archéologie. À 15 mètres de profondeur, il découvre un palais fortifié et une rampe pavée menant à l'entrée. Il trouva une immense porte de pierre à laquelle menait une grande route, assez large pour que deux chars puissent y passer de front. Or, c'est un des détails donnés par Homère. Schliemann pensait avoir trouvé la Troie décrite par Homère. Le reste du monde en doutait fortement. Mais il cloua le bec aux sceptiques en faisant dans cette même tranchée une autre découverte époustouflante. Un trésor, des bijoux et des diadèmes en or massif pour couronner la tête de la plus belle femme du monde. Il ne pouvait être l'œuvre que d'une civilisation très riche et très avancée. Il avait trouvé les bijoux, colliers, bracelets, pendants d'oreilles qu'Hélène avait portés. C'était du moins ce qu'il prétendait. Le monde entier fut stupéfié, surtout lorsque Schliemann fit revêtir ses colliers et ses bijoux à son épouse Sophia. Schliemann ressuscitait le mythe. Il était persuadé d'avoir trouvé la légendaire ville de Troie. Et le monde entier ne demandait qu'à le croire. Mais en fait, il s'était lourdement trompé. Un site qui a été habité pendant plusieurs siècles est un vrai casse-tête pour les archéologues. Chaque génération construit sur les vestiges de la précédente, formant ainsi empilement de niveaux. Et plus on creuse profondément, plus on remonte dans le temps. À Troie, il y a 9 niveaux représentant 4000 ans d'occupation du site. Chaque niveau correspond à une ère différente de l'histoire de l'humanité. On voit ici une de ces superpositions. Là en bas, 2500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les pyramides d'Égypte. Là-haut, le niveau 6, l'exode d'Égypte.
L'étiquette bleue, l'époque du Christ. On a donc là plusieurs tranches de l'histoire de l'humanité. Un merveilleux champ de recherche pour les archéologues. Mais Schliemann ne savait pas comment dater ces niveaux. Et l'archéologie progressant, on s'est rendu compte que ces bijoux n'avaient pas pu être portés par Hélène. Ils avaient plus de 1000 ans de trop. Schliemann avait creusé trop profond. La fin de l'âge de bronze, l'époque de la légende de Troie, se trouvait 4 couches plus haut. À supposer qu'il y ait eu une guerre de Troie, il faut la chercher dans le niveau numéro 6, qui est ce mur de fortification. De ce niveau émergeait une ville de Troie très différente, avec des caractéristiques qui semblaient coïncider avec certaines descriptions d'Homère. Ici, peut-être les splendides tours de Troie. Ses larges rues et ses hautes portes. Une ville effectivement bien défendue, comme celle du récit mythique. Sur la base de ces ruines, on peut imaginer une citadelle royale, solidement fortifiée, avec, comme Homère l'avait décrit, d'imposantes tours de garde visibles à des kilomètres à la ronde. Un détail cependant ne collait pas avec le récit du poète. La ville de l'Iliade avait été assez puissante pour résister à un siège de 10 ans. Cette ville-là était trop modeste. Elle ne correspond pas à la description d'Homère. Riche, elle l'était, puissante aussi, avec peut-être une activité de négoce, mais elle n'était pas assez peuplée, trop petite. Une fois encore, les sceptiques arguèrent que ces vestiges n'avaient rien à voir avec le mythe et que la cité troyenne d'Homère n'avait peut-être jamais existé. Mais même s'il ne s'agissait pas de la fameuse ville, ce site présentait un intérêt certain du point de vue archéologique. En 1988, une équipe internationale se remit au travail. Elle était dirigée par l'archéologue allemand Manfred Korfmann. Il s'intéressait à la science, pas au mythe. Mais ses travaux allaient ouvrir de nouvelles perspectives, extraordinairement intéressantes, concernant la légende. Korfmann commença par réexaminer le mur d'enceinte de la citadelle. On a ici un mur de fortification de 8 mètres de haut par endroit qui est encore debout. Cette tour avait pour but, je dirais, de montrer la puissance de la cité autant que d'assurer sa défense. On voit bien ici la taille de cette tour et l'épaisseur de ses murs. Mais Korfmann découvrit ensuite que ceux qui avaient édifié ce mur défensif avaient commis une grossière erreur. Apparemment, il n'y avait aucun moyen de clore ces portes. N'importe quelle armée d'envahisseurs pouvait y entrer comme dans un moulin. Cette porte était ouverte, tout le monde pouvait la franchir. Nous avons tourné le problème dans tous les sens pour essayer de comprendre comment elle pouvait se fermer, comment il pouvait bloquer l'entrée pour se défendre. Visiblement, il ne pouvait pas. Pour Korfmann, cela n'avait pas de sens.
Qui eût été assez fou pour construire une ville indéfendable? Alors il se dit qu'il ne s'agissait peut-être pas des murs de fortification extérieure. Peut-être y avait-il encore des inconnus concernant la cité troyenne. L'équipe de Korfmann commença à creuser à l'extérieur de ces murs. Et elle mit au jour des vestiges de la fin de l'âge de bronze. Il y avait des pitoi, c'est-à-dire des amphores à provisions, et en assez grand nombre. Nous avons découvert ici, au milieu, un foyer, donc un moyen de chauffage. Derrière, des pièces à 2 étages, et il y avait dans un coin ce qui pouvait être une sorte de toilette. Ce qui amena Korfmann à se demander s'il ne fallait pas voir là la preuve que la ville s'étendait au-delà des murs d'enceinte, dans la campagne alentour. La grande question est de savoir s'il y avait une ville basse. Et effectivement, du point de vue topographique, ceci devrait être la ville basse. Mais cette zone était trop vaste pour être excavée à la pelle. Korfmann dut recourir à une autre technique, l'imagerie magnétique qui permet de voir sous la surface. Voici ce que révèlent ces clichés. Sous les champs se cachait une ville. Un réseau de rues larges et de longues avenues. On vit tout de suite que cette ville-là datait d'une époque bien plus tardive, de la Grèce et de la Rome classique. Nous avions trouvé le plan d'une ville gréco-romaine avec ses rues, ses avenues, etc. C'était merveilleux, mais ce que nous cherchions, c'était la ville basse de l'âge de bronze. À première vue, il n'y avait rien à cet endroit datant de cette période. Les constructions plus récentes avaient recouvert tous les autres vestiges. Mais Korfmann trouva alors quelque chose, un détail si minuscule qu'il aurait pu passer inaperçu. Nous avons remarqué une ligne que je dessine ici. Elle passe comme ça, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur, avec une interruption pour la porte. Et elle continue comme ça. Et ça nous a donné l'idée de fouiller pour voir de quoi il s'agissait. Les fouilles ont mis au jour le tronçon d'un large fossé. Ce magnifique fossé est creusé dans la pierre et on peut le suivre sur 700 mètres. Il passe autour de cette colline. Korfmann pense que ce fossé était destiné à arrêter les chars ennemis et qu'il jouxtait le mur d'enceinte de la ville basse. Et les vestiges trouvés dans ce fossé dataient de la fin de l'âge de bronze. Ce qui veut dire que nous avons ici la limite sud. Et nous pouvons en déduire qu'il s'agissait d'une ville importante qui s'étendait par ici, jusque par là-bas. Donc, je crois que nous sommes en présence d'une vaste ville que l'on s'est efforcé de défendre avec ce fossé. Une cité de la fin de l'âge de bronze venait donc d'être découverte. Korfmann pense qu'il s'agissait d'une grande ville de 4000 à 8000 habitants. Une découverte stupéfiante pour ce scientifique qui ne s'intéressait pas au mythe de la guerre de Troie. Les gens qui croient que la cité troyenne d'Homère a existé, c'est-à-dire une grande ville très peuplée, vont être heureux de cette découverte. La découverte de cette ville basse est cruciale. Et c'est merveilleux que Korfmann ait pu la repérer. C'est peut-être l'élément qui manquait pour pouvoir définitivement identifier le site en question comme étant celui de Troie. Au bout de 3000 ans, la Troie légendaire semblait enfin devenue une réalité. Il y avait apparemment des points de convergence entre le mythe et la vérité historique. Mais il manquait toujours la preuve que
que Troie avait été détruite par une armée ennemie, comme Homère l'avait écrit. Korfmann et son équipe se mirent à chercher des indices sur l'histoire de Troie à la fin de l'âge de bronze. Ils ne tardèrent pas à trouver des traces d'événements violents. Tout d'abord, des pointes de flèches, preuve qu'il y avait eu des combats dans la ville basse. Peu à peu, Korfmann reconstitua ce qui s'était passé. À l'évidence, il y a eu des incendies, des feux extrêmement destructeurs. Il y a aussi des squelettes. On a trouvé par exemple celui d'une jeune fille de 16 ou 17 ans, à moitié enterrée, et dont les pieds ont été brûlés. La moitié de sa dépouille était sous terre. C'est étrange que quelqu'un ait pu être enterré à la hâte dans un espace public, à l'intérieur de la ville. Nous avons trouvé également des pierres qui ont dû servir de projectiles. Korfmann pense que ces pierres avaient été entassées là par ceux qui défendaient Troie, puis abandonnées après leur défaite. D'où sa conclusion. C'est une ville qui a été assiégée, c'est une ville qui a été défendue, qui a cherché à se protéger. Ils ont perdu la guerre. Apparemment, ils ont été vaincus. Korfmann avait ainsi démontré que Troie avait été détruite au cours d'une bataille à la fin de l'âge de bronze, exactement comme le racontait la légende. En revanche, rien ne permettait à Korfmann de savoir qui étaient ses assaillants. Cette information allait venir d'ailleurs. Homère disait dans son récit que Troie avait été attaquée par une armée venue de Grèce, conduite par le roi de Mycène, Agamemnon. Toute cette période de l'histoire grecque s'appelle d'ailleurs l'époque mycénienne. Dans la légende, un millier de vaisseaux mycéniens prennent la mer jusqu'à Troie pour ramener Hélène. Leur armée assiège la cité pendant 10 ans. Mais les Grecs étaient-ils capables de monter une expédition ensemble? Et aurait-elle pu être menée par un roi de Mycène tel qu'Agamemnon? Ces lionnes majestueuses gardent le palais de Mycène depuis 3000 ans. À la fin de l'âge de bronze, la Grèce était partagée entre plusieurs États indépendants et chaque souverain avait son propre palais. Cet énorme mur laisse à penser que cet édifice était un palais royal. Mais si l'on cherche une certaine cohérence avec le mythe, ce palais devait être le plus important de tous, celui qui appartenait au plus important des rois grecs, le palais de Mycène. Le professeur Spiros Iacovidis a passé une grande partie de sa carrière à faire des fouilles sur le site de Mycène. Il fait partie de l'équipe qui a établi un atlas la représentant telle qu'elle était à l'âge de bronze et montrant le réseau de routes qui la reliait au reste du pays. Voici la citadelle de Mycène. Ici, en noir, c'est une route moderne qui monte comme ça. Et voici les vestiges des anciennes routes, celles de Mycène. Il y a une autre route à cet endroit qui enjambe le lit de la rivière.
Celle-ci fait un virage et va vers l'est. Il y a des routes qui partent dans toutes les directions. D'où Spiros Iacovidis déduit que Mycène tenait vraisemblablement une place centrale dans le monde grec de l'époque. Puisqu'elle était le centre de la civilisation mycénienne, on peut supposer que Mycène était également le centre politique des États mycéniens. Et c'était sans doute l'un des États les plus puissants. Donc elle a très bien pu se trouver au cœur de certaines décisions, notamment de diverses expéditions contre les villes des côtes de l'Asie mineure, comme la mobilisation contre Troie. Mais les Mycéniens étaient-ils pour autant les puissants guerriers décrits par Homère? Oui. On en a eu la preuve il y a plusieurs années en effectuant des fouilles au sein de la citadelle. C'est à cet endroit précis, dans le cercle des tombes situé à l'intérieur de la citadelle, que l'on a découvert la civilisation perdue de Mycène. Nous nous trouvons ici dans un vaste cercle de tombes, protégé par un enclos de pierre, avec le mur de soutènement de la grande rampe d'accès à Mycène, qui se trouve derrière nous. C'est ici que furent mises au jour les dépouilles des rois de Mycène. Les hommes portaient de grands masques funéraires en or et une splendide armure de cérémonie. Cette découverte fit sensation. Le monde moderne découvrait pour la première fois les visages des chefs de guerre mycéniens. Les visages de ces guerriers de l'âge de bronze enterrés avec leurs armes de guerre. Certains de ces guerriers étaient enterrés avec 40 ou 50 épées, probablement toutes celles qu'ils avaient utilisées de leur vivant. Il y a une sorte de puissance militaire, d'esprit militaire qui se dégage de la civilisation mycénienne. D'après tous les objets que nous avons découverts, on voit que c'était une civilisation guerrière. Comme Homère le laissait entendre dans son épopée. Seulement, on n'avait toujours pas établi de lien entre ces grands guerriers et Troie. Le poète raconte que les Grecs se rendirent à Troie pour reprendre Hélène enlevée par Paris, que cette guerre était motivée par l'amour et la vengeance. Une belle histoire, mais qui n'a jamais semblé très vraisemblable. Il y avait un autre motif à cette guerre, qui a été révélé par les vestiges de Mycène. Ce motif, c'était l'argent. Les archéologues se sont aperçus que les rois de Mycène s'étaient lancés dans une entreprise titanesque. Construire un nouveau mur d'enceinte encore plus puissant. Transformer leur citadelle. Il s'agissait d'un gigantesque plan de reconstruction qui devait considérablement agrandir la citadelle, pratiquement doubler la taille de la place forte. Et d'après Louise Schofield, pour réaliser ces travaux, il fallait des sommes faramineuses. D'abord pour nourrir une armée d'ouvriers, mais aussi pour recourir à une technologie toute récente fondée sur le bronze. Cette société sophistiquée, à l'esprit héroïque, avec ses palais un peu partout en Grèce, devait avoir besoin d'énormément d'argent. Vous aviez ici votre palais avec toutes sortes de personnes à charge. Vous aviez une armée à entretenir. Ces civilisations avaient vraiment besoin de richesses.
Le problème des Mycéniens était qu'ils ne possédaient pas de ressources naturelles. Pas d'étain pour fabriquer des armes et des outils en bronze. Pas d'or non plus. Ces richesses, il fallait donc aller les chercher ailleurs. Si ces États mycéniens indépendants s'unissaient pour entreprendre des expéditions comme celle de Troie, ce n'était ni pour l'honneur, ni pour l'amour d'une femme. Ils le faisaient parce qu'ils visaient quelque chose de précis. Ils voulaient accéder à la richesse. Résumons-nous. Les archéologues ont identifié les Mycéniens comme une communauté riche et guerrière. Et leurs découvertes permettent également de supposer que s'ils s'unissaient pour faire la guerre, c'était probablement dans le but de s'enrichir. Maintenant, demandons-nous en quoi la cité de Troie pouvait attirer la convoitise des Mycéniens. Une trouvaille faite le long de la côte, à quelques kilomètres au sud de Troie, apporte un élément de réponse. Il s'agit d'une épave reposant par 50 mètres de fond. C'est l'archéologue Cemal Pulak qui a été chargé des fouilles. On y a trouvé des dizaines de lingots de cuivre. C'était absolument incroyable. Nous étions fous de joie et plus nous regardions autour de nous, plus nous en trouvions. De toute évidence, il s'agissait d'une découverte capitale dans les recherches sur l'âge de bronze. Il y avait là assez de lingots de cuivre pour fabriquer 11 tonnes de bronze. Cette cargaison était de loin la plus importante collection d'objets de l'âge de bronze jamais découverte. Une fabuleuse collection en effet. Des bijoux en or massif d'une facture délicate. Des œufs d'autruche d'Afrique et d'Asie. Des objets provenant de toutes les parties du monde connues à la fin de l'âge de bronze. Cela nous donne une idée précise de la complexité et de l'étendue des réseaux commerciaux de l'époque. Ils étaient bien plus sophistiqués que nous ne le pensions jusqu'alors. Les travaux de Cemal Pulak semblaient montrer que la fin de l'âge de bronze était une période d'échanges commerciaux intenses qui véhiculaient à travers les océans de fabuleuses richesses. Des navires chargés de bronze et de trésors, comme celui-ci, pouvaient très bien accoster dans le port de Troie. Ces navires étaient assez robustes pour naviguer vers le nord et traverser la mer Égée jusqu'à Troie. Une question se pose alors. Troie présentait-elle, commercialement parlant, un intérêt particulier qui aurait pu retenir l'attention des Mycéniens? Manfred Korfmann est d'avis que Troie était en effet un port de négoce très spécial de par sa position stratégique. Elle se trouve au bord du détroit des Dardanelles qui sépare l'Europe de l'Asie. C'est aujourd'hui une route commerciale extrêmement importante. Et, d'après Korfmann, elle ne l'était pas moins il y a 3000 ans. Cette passe est excessivement étroite et tout échange entre l'Asie et l'Europe y passait forcément. Il est fort probable que Troie a profité de cette situation géographique particulière. Et je crois que c'est pour cette raison qu'elle est tellement étendue comparée aux autres villes. Dans ce secteur, il n'y a pas de site aussi important que Troie.
Toujours d'après l'archéologue allemand, cette position avantageuse à la croisée de deux continents expliquerait que la cité troyenne ait été aussi florissante et que, devenue riche et puissante, elle ait éveillé la convoitise des Mycéniens. Mais les Grecs n'étaient pas les seuls à couver du regard la cité troyenne. Une autre grande civilisation de cette époque s'y intéressait également. Celle des Hittites. L'empire des Hittites s'étendait presque entièrement sur l'actuelle Turquie. C'était l'un des plus puissants de la fin de l'âge de bronze. Les Hittites avaient mis à sac l'ancienne cité de Babylone et stoppé l'armée des pharaons, pourtant réputée invincible. Et c'est grâce aux Hittites que l'on a pu comprendre ce qui s'est réellement passé à Troie. Tout est consigné dans une série de tablettes d'argile à écriture cunéiforme. Trevor Bryce a étudié cette étonnante collection. Ce sont de remarquables chroniques de ce qui se passait dans les villes de l'Empire hittite il y a plus de 3000 ans. Elles ont été la clé pour comprendre toute l'histoire et la civilisation hittite. Elles décrivent les tensions et les conflits qui touchaient cette région et constituent un véritable témoignage historique écrit. Les spécialistes ont donc commencé à chercher dans ces textes des références à la cité troyenne. Un pari presque impossible, car personne ne savait comment les Hittites nommaient Troie à l'époque. Ils trouvèrent bientôt plusieurs références à des batailles qu'ils avaient livrées à une puissante ville. Cette ville s'appelait Wilusha, un nom très proche de celui que des Grecs de la même époque avaient donné à Troie, Wiléos. Plusieurs spécialistes pensaient que le pays appelé Wilusha dans les textes hittites et la cité de Troie ne faisaient qu'un. Les tablettes faisaient état de conflits larvés impliquant les Mycéniens tout le long de la côte de Wilusha. Des conflits qui auraient duré plus de 200 ans. Il était dit aussi que les guerriers mycéniens avaient combattu une fois aux portes de Wilusha. Si les experts pouvaient prouver que Troie et Wilusha étaient une seule et même ville, ils pourraient ensuite comparer le mythe aux annales historiques. Peut-être ces tablettes allaient-elles enfin dévoiler la vérité sur la guerre de Troie. Mais ce serait une tâche difficile. Nous ne pouvions pas vraiment le prouver car nous ne savions pas exactement où se situait Wilusha. C'était aux archéologues de déterminer si Wilusha était bien Troie. Une découverte a été faite récemment qui a permis de répondre à la question. Et ce, grâce à un mystérieux message gravé dans une montagne, grâce aussi à un méticuleux travail de détective qui a consisté, entre autres, à reconstituer la progression d'une armée hittite. Le premier indice fut trouvé dans une tablette qui rapportait un haut fait militaire des Hittites à la fin de l'âge de bronze. L'armée hittite quitte son pays et marche vers l'ouest. Nous savons aussi que sa destination finale est le royaume de Wilusha. Mais nous ne savons pas précisément où se trouve Wilusha. Elle aurait pu être n'importe où le long de cette côte. Quoi qu'il en soit, nous savons que l'armée hittite continue d'avancer vers l'ouest. Mais ensuite, se dirige-t-elle vers le nord ou vers le sud? Troie se trouve au nord. Donc, si Troie et Wilusha sont bien un seul et même lieu, l'armée hittite doit aller vers le nord. Seulement, les tablettes ne le précisent pas. C'est en déchiffrant l'inscription gravée dans cette paroi rocheuse que l'on a su quelle direction l'armée hittite avait prise.
Elle indiquait que les Hittites avaient bifurqué vers le nord. Une fois parvenus sur la côte occidentale, ils ont obliqué vers le nord, ce qui devait les amener tout droit à la région où se situait Troie. Donc la conclusion est vraiment indiscutable. Wilusha et Troie-Ilion étaient bien un seul et même royaume. Restait à confirmer cette hypothèse par une recherche archéologique. Sur le site de Troie, Manfred Korfmann avait mis au jour un aqueduc souterrain. C'est lui qui devait fournir le dernier indice. La plupart des experts estimaient que ce tunnel avait été aménagé plus de 1000 ans après la fin de l'âge de bronze. Mais Korfmann, lui, n'en était pas si sûr. Là-bas, à l'extérieur, il y a des bassins de l'époque romaine. Donc, c'est une structure romaine, un système d'aqueduc romain. Mais nous avons pensé qu'il pouvait être plus ancien. Pourquoi la date de construction de ce tunnel était-elle si importante? À cause du texte inscrit sur cette tablette. Il y est fait référence à l'aqueduc souterrain de Wilusha. Si le tunnel de Troie datait de la même période que la tablette, on aurait la preuve archéologique que Troie était bien Wilusha. Tout dépendait donc de la datation du tunnel. Encore fallait-il qu'il contienne quelque chose qui permettrait de le dater. Korfmann remarqua qu'au fil des siècles, l'eau, en suintant à travers les parois du tunnel, y avait déposé du calcaire. C'est le même principe que les dépôts de calcaire qui se fait dans une bouilloire. Seulement, il formait ici des plaques très épaisses. Voici l'extérieur d'une plaque, c'est-à-dire la dernière couche de calcaire déposée par l'eau qui a suinté au travers. C'est comme le calcaire qui se forme dans une bouilloire. L'eau s'est infiltrée à travers la roche et s'est accumulée sous cette forme. Et ici, c'est la face interne. Korfmann s'est alors rendu compte que ces concrétions calcaires contenaient quelque chose qui pouvait lui servir à dater l'aqueduc. D'infimes quantités d'uranium. Les collègues de Korfmann analysèrent en laboratoire ces minuscules particules d'uranium présentes à l'état naturel dans le calcaire de la grotte. L'uranium subit une dégradation radioactive dont on peut évaluer le taux. À l'aide d'un spectromètre de masse, ils purent mesurer cette dégradation et déterminer ainsi l'âge de l'aqueduc souterrain. Le résultat stupéfia tout le monde. L'excavation du tunnel avait débuté en 2600 avant Jésus-Christ. Et il était déjà en usage à l'époque où les Hittites avaient rédigé leurs tablettes. La science avait apporté la preuve que l'on attendait. Wilusha n'était autre que Troie. On peut désormais imaginer ce qui s'est passé à Troie. Les tablettes d'argile montrent que les Mycéniens ont combattu la cité troyenne à la fin de l'âge de bronze. Le texte hittite mentionne les batailles. Il indique en outre que non seulement les Mycéniens s'intéressaient à cette région, mais qu'ils y avaient mené des guerres actives à plusieurs reprises pendant plus de 200 ans. Qui plus est, les tablettes indiquent que les Hittites étaient les alliés de Troie et devaient la défendre en cas d'attaque. Il semble donc que ce soit un conflit bien réel entre deux superpuissances
Mycéniens et Hittites, qui a inspiré à Homère son épopée. Je pense que tous ces conflits ont été condensés en une seule guerre qui aurait duré 10 ans. Selon toute vraisemblance, la guerre a eu lieu parce que Troie était une ville très riche, située à un point stratégique, et que deux superpuissances se disputaient son contrôle. Qu'est-ce qui a déclenché la guerre de Troie? L'amour? Non. L'appât du gain, l'argent, les ambitions territoriales? Oui. C'est presque toujours pour cela qu'on fait la guerre. Troie s'est trouvée prise entre deux puissants empires, les Mycéniens et les Hittites. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment, et elle s'est fait écraser. Donc, ce n'est pas une beauté fatale qui a lancé sur les flots 1 millier de navires. On ne fait pas la guerre pour l'amour d'une femme, mais pour de l'or. Et le fameux cheval de Troie. Aucun texte n'y fait allusion, ni aucune recherche archéologique. Peut-être n'est-il là que pour nous montrer qu'Homère était avant tout un merveilleux conteur.